Être à la fois de gauche et sioniste, ça n'était pas dès le début une contradiction qui du coup pose débat. Mais dans ce cas-là, ceux qui sont en Israël de gauche et non sionistes ou anti-sionistes, pourquoi n'ont-ils pas plus d'aura dans le pays? Je tiens à dire d'emblée, le livre le rappelle aussi dès le début, je ne cherche pas à distribuer de certificats de qui est de gauche et qui ne l'est pas. En Israël, j'ai rencontré des gens de toute tendance de gauche. Ce qui moi m'a intéressé, c'était comment est-ce que lui, l'individu qui avait en face de moi, pouvait se définir de gauche, qu'il soit sioniste ou pas, peu m'importe. Quelle est son idée, sur quoi il milite, qu'est-ce qui fait qu'il peut se dire de gauche. Et du coup, j'ai essayé de remonter dans le temps pour comprendre, en fait, être de gauche en Israël, c'est quoi aujourd'hui? C'était quoi il y a 20 ans? C'était quoi il y a 70? Et c'était quoi même en 48? Pour essayer de comprendre les différences, les continuités peut-être historiques. Alors, pour revenir à la racine, ce qui m'intéressait moi, c'est d'abord de me demander, mais au final, les premiers mouvements sionistes de gauche qui arrivent dans cette Palestine qui est à l'époque dirigée par l'Empire ottoman, fin 19e, début 20e siècle, comment eux définissent le fait d'être à la fois sioniste et de gauche? Il y a à mon avis 3 points, il n'y a pas que cela, mais il y en a 3 qui à mon avis, moi, me paraissent être importants à retenir. Le premier, ce sont d'abord des gens qui viennent d'Europe, et lorsqu'ils arrivent en Palestine, ils ont le sentiment profondément de se libérer d'un racisme. Le racisme qui vivait en Europe, l'antisémitisme. Dès lors, quand ils arrivent en Palestine avec l'idée de fonder un État qui doit être pour eux une libération du joug antisémite, toutes les critiques à leur encontre pour les désigner comme des racistes, pour eux, ça ne tient pas. Ils ne peuvent pas être racistes puisqu'ils pensent se libérer d'un racisme dont ils étaient victimes. Donc forcément, leur projet ne peut que être émancipateur. Le deuxième point, je l'ai dit, leur État se veut progressiste. Ils espèrent, ils ont en tête de créer un État qui doit être basé sur des normes, alors socialisant, comme tu as dit, socialiste pour d'autres, mais en tout cas, ils ont vraiment cette idée d'aller vers un État qui doit être progressiste et qui du coup doit profiter à la région et au peuple de la région. Bon, troisième point, le plus sensible évidemment, on pourrait se dire, mais ces gens étaient des colons. Et c'est là où il y a une ambiguïté, c'est qu'en fait, il ne faut jamais oublier que ce mouvement-là, y compris la gauche sioniste, arrive dans cette Palestine mandataire à un moment donné où, en Europe, l'idée coloniale n'est pas tant combattue que ça. Je m'excuse, je prends souvent des comparaisons avec la France, je suis désolé, j'ai eu une formation express avant sur la gauche en Suisse, mais je ne suis pas assez bon encore. En France à l'époque, donc début XXe siècle, très peu de partis de gauche français critiquent le colonialisme. Finalement, être pro-colonisation n'est pas forcément antinomique à l'époque avec le fait d'être de gauche. Il faut bien avoir ça en tête. Ça va changer, mais à l'époque, c'est clair. Donc lorsque ces gens arrivent là-bas, qu'on leur dit « mais vous êtes des colons », certains se le revendiquent. Oui, je suis un colon parce que j'estime que je vais faire quelque chose de bien ici, je vais amener un progrès, quelque chose de nouveau, et ça va être bénéfique pour tout le monde. Et surtout, eux ont l'idée centrale qu'ils vont arracher l'indépendance de cette terre aux Ottomans, puis ensuite aux Britanniques. Donc quelque part, et c'est ça qui sera le plus fou dans tout ce récit, c'est qu'au bout d'un moment, le mouvement sioniste va même se définir comme un mouvement anticolonial, voire même décolonial. On pourrait revenir dans les questions si vous voulez, mais il y a des exemples historiques assez importants. Bon. Sauf que cette gauche israélienne, ou du moins ce qui va devenir la gauche israélienne, qui à l'époque concerne donc, vous l'avez compris, ce mouvement sioniste, donc de juifs notamment originaires d'Europe, qui sont installés, qui sont en train de coloniser la terre de Palestine, il y a une rupture qui se forme. La rupture, on peut la dater autour de 1920, à peu près 3 ans après la Révolution russe, où vous avez la création des premières instances internationales liées à la Révolution russe, le Comintern, etc., qui en fait commencent à faire des appels dans le monde entier, à créer des partis communistes fondés sur des bases à définir avec des engagements clairs à respecter. En Palestine, ça donne un débat assez important, cette gauche juive sioniste, c'est quoi être de gauche? Et on a une partie des militants, minoritaire, mais une partie des militants, au sein de ce mouvement sioniste en Palestine, qui commence à dire, mais en fait, on est en pleine contradiction. On se dit de gauche, mais tout ce qu'on fait là, c'est créer des mouvements sur une base ethnique. Puisque la population arabe qui est ici et même qui est contre nous, on ne cherche jamais à l'avoir à nos côtés. Quoi qu'il arrive, elle est contre nous. Le mouvement se fracture donc autour de 2 grands camps. Le premier, minoritaire, qui lui estime qu'il faut créer un parti communiste. Ça va devenir le Parti communiste de Palestine, qui viendra après le Parti communiste d'Israël, qui va se diviser comme la gauche sait en le faire en de multiples groupes, puis après se réunir et puis se rediviser. Mais ce parti-là a comme objectif dès le début de comprendre que ça ne tient pas la route. On ne peut pas être de gauche si notre structure centrale, c'est une base ethnique. Il faut qu'on ait une volonté de classe sociale. Qu'on se rassemble en tant que travailleurs, qu'on soit arabe, juif, peu importe. La base, c'est d'avoir des travailleurs. La gauche sioniste, elle, qui est majoritaire, qui, au terme de 2 congrès de suite, parvient à être majoritaire, estime au contraire que l'enjeu central, par rapport à ce qu'ils vivent en Europe, c'est de créer
dans le temps le plus court possible, un État pour les Juifs. Et que cet État-là, quoi qu'il arrive, doit être progressiste, c'est leur théorie, et que cet État-là, c'est simple, soit la population arabe va comprendre qu'ils vont profiter de l'État et donc ils vont s'y raccrocher, soit tant pis pour eux quelque part. Ils vont être opposés à nous, et par un espèce de mouvement intellectuel dont j'essaie de brosser un peu ici les étapes, et bien au bout d'un moment, il y a l'idée que les Arabes qui vont s'opposer à notre projet sont forcément quelque part même des alliés, en tout cas des amis indirects de ceux qui nous font du mal également en Europe. Il y a ce discours qui va revenir notamment dans la première guerre israélo-arabe de 1948, où en fait les armées arabes ne sont pas des armées qui luttent contre un mouvement colonial, mais des armées qui sont en fait le retour de ce qui s'est passé en Europe et qui cherchent à reproduire un peu le même schéma contre nous, population juive, victime qui essaie de se libérer. Bon. L'objectif de revenir avant 1948, c'est d'abord de bien vous faire comprendre qu'il y a un narratif sioniste à avoir en tête qui doit être dès maintenant mis à plat. Ce narratif-là, c'est le fait de dire que la rupture entre les populations juives et arabes dans cette Palestine pré-Israël, donc avant la création d'Israël, ne serait due qu'à la violence des Arabes. Ça, c'est un discours qu'on retrouve souvent, même au sein de la gauche sioniste aujourd'hui. J'ai entendu moi-même dans mes oreilles aujourd'hui quand on fait des témoignages. Et en fait, quand on reprend les études, on se rend compte que non, il y a une erreur fondamentale. L'erreur, on peut la prendre par un exemple, il y en a plusieurs dans le livre, mais j'en prends un important, au niveau des cheminots. Les Britanniques, quand ils arrivent dans cette Palestine mandataire, ils vont décider de développer à marche forcée l'industrie des chemins de fer. Donc ils vont construire plein de lignes, etc., pour rejoindre les différentes grandes capitales de la région. Dans ces constructions de chemins de fer, il y a des Juifs et des Arabes qui sont embauchés. Il y a même des conflits entre eux pour des raisons de salaire, mais en tout cas, ils sont embauchés. Et on a des structures qui se mettent en place, notamment syndicales, où on a des travailleurs juifs arabes qui disent, écoutez, on a le même patron, on a le problème avec le Britannique mandataire qui nous exploite, on va créer des structures ensemble. Systématiquement, et je dis bien systématiquement, ces structures syndicales arabo-juives vont être démantelées par le mouvement sioniste, et notamment par la Histadrout, qui était le grand syndicat sioniste à l'époque, qui, elle, estime que non, vous vous trompez les juifs qui entrent là-dedans. L'objectif, c'est d'abord de s'organiser entre juifs. On verra après pour les Arabes. N'allez pas dans ce schéma-là, parce que notre objectif, c'est d'abord de créer un pays pour nous, un pays en tout cas pour les Juifs. Il ne faut pas oublier notamment que les Arabes à l'époque ne mettent pas en avant une campagne de boycott d'entreprises juives. C'est d'abord le mouvement sioniste qui va initier ce qu'on a appelé les campagnes anti-arabes, où en gros, ils demandaient aux marchands, aux bourgeois et aux commerçants juifs de ne pas faire du commerce avec les Arabes. Parce qu'ils estimaient qu'il fallait être merci beaucoup, autosuffisant pour essayer de créer en fait les bases du futur État. Bon. Je passe encore une fois un petit peu rapidement des étapes de l'histoire pour arriver à 1948. Pourquoi ? Parce que 1948, c'est la première guerre israélo-arabe. Dans cette guerre-là, pour des raisons malheureusement que je n'ai pas trop le temps d'évoquer, j'en parle dans le livre, mais s'il y a des questions, je pourrais y revenir. Toutes les gauches, qu'elles soient communistes ou sionistes, sont rassemblées dans cette guerre-là. Okay, mais au lendemain de cette guerre de 1948, on a en Israël, parce que le pays va être créé, vont se structurer les trois grandes tendances de la gauche israélienne. Et c'est intéressant de voir que ces trois grandes tendances, jusqu'à aujourd'hui, je pense, en tout cas c'est la grande théorie du livre, qu'elles sont encore d'actualité. Le premier grand groupe, c'est ce qu'on va appeler le Parti travailliste aujourd'hui. Donc à l'époque, ça va être lié donc à un grand mouvement sioniste travailliste. Ce mouvement-là, aujourd'hui encore en Europe, parfois on l'assimile comme un parti de gauche. Ça n'a jamais été le cas en Israël. En Israël, ça a toujours été d'abord un parti juif. Ziv Sternel, l'historien israélien, lui-même, définissait ce parti-là, le Parti travailliste aujourd'hui et ses ancêtres avant, comme un parti qui est d'abord un parti nationaliste, mais qui est enrobé de socialisme, pour faire bonne figure et sur certains points avec un socialisme mis en avant. Et que concrètement, avant tout, c'est un parti qui est d'abord nationaliste juif. Et c'est ça sa doxa première. Le deuxième parti, dont j'ai un petit peu évoqué les prémices juste avant, c'est le Parti communiste, qui lui est arabo-juif. En réalité, il est davantage arabe que juif, puisqu'il n'a jamais non plus compté énormément de juifs, mais il en a eu quand même en son sein. Ce parti-là, c'est un petit peu la cheville ouvrière de ce qu'on appelle le camp non-sioniste, ou anti-sioniste, comme vous voulez. Les nuances sont un peu compliquées à définir clairement, mais en tout cas, c'est ce camp-là. Autour du Parti communiste, vous avez notamment plein de petites organisations nationalistes arabes. Alors eux, c'est qui ? Eh bien en fait, ce sont des organisations qui sont liées à la population palestinienne qui en 1948 n'a pas été expulsée. Vous le savez, en 1948, 800 000 Palestiniens se retrouvent chassés de leurs terres lors de la création d'Israël et 150 000 restent dans le futur État que va devenir Israël, soit parce qu'ils ont réussi à ne pas franchir la frontière et s'arrêter avant, soit ils ont bénéficié
d'accords ou d'autres raisons qui ont fait qu'ils sont restés là et ils se retrouvent donc citoyens d'un État sans le vouloir. Mais ils vont créer forcément des petits partis pour essayer de s'organiser. Et puis entre ces deux grandes tendances, on en a une troisième qui est au milieu, qui est un petit peu sur une espèce de ligne de crête, qui à l'époque s'appelle le MAPAM, qui aujourd'hui peut à mon avis être incarné par le parti Meretz, qui lui essaie en fait de concilier deux choses qui nous paraissent, nous, en tout cas aujourd'hui peut-être complètement contradictoires, mais qui aujourd'hui encore pour eux fait sens. C'est l'idée de penser que les Juifs ont droit à un État, et donc que cet État qui a été créé maintenant, il doit être défendu. Donc ils sont sionistes profondément, mais qu'ils défendent avant tout un sionisme qui doit être allié avec des principes socialistes. Et donc c'est-à-dire que ce pays-là d'Israël doit maintenant devenir un pays profondément social, basé sur des vraies valeurs de gauche, et où surtout la population qui vit dans ce pays-là doit avoir les mêmes droits. Égalité entre tous les citoyens, qu'ils soient juifs ou arabes. C'est un petit peu leur grande idée, et ils continuent à défendre ce principe-là. En 1949, lors de la première élection qui a lieu en Israël, 71 députés sur les 120 qui sont élus à la Knesset sont issus de ces trois tendances de gauche. Je ne fais pas la distinction entre les trois, vous m'excuserez, dans le livre il y a dès le début les distinctions, mais là, 71 sur 120 en tout cas sont de gauche, et c'est ce qui va permettre la création, alors je sais que ça peut parfois choquer quand je dis ça, mais ça va permettre la création d'un État d'Israël profondément socialiste pendant les 20 premières années de sa vie, mais pour les Juifs. C'est-à-dire que la population arabe qui vit dans ce pays d'Israël au moment de sa création, entre 48 jusqu'aux années 60, lui n'a pas accès à ça. Lui, il a accès à un gouvernement militaire d'exception, il n'a pas de droits égaux. La population juive, elle, a le droit à un État qui est profondément socialiste, dans le sens où vous avez un service public qui est absolument énorme, on a 80% de syndicalisation, avec parfois même la syndicalisation qui est obligatoire, d'accord, il faut imaginer un peu le pays, et on a, ça peut paraître fou, mais on a vraiment une aspiration, dans certaines tendances même au sein du mouvement sioniste, à copier l'URSS. On pense encore que c'est l'avenir de la révolution, etc. Il faut avoir ça en tête pour comprendre pourquoi est-ce que je pense qu'en 67, lors de la deuxième grande guerre israélo-arabe, on a à mon avis un bouleversement. 67, c'est donc la guerre des 6 jours. L'armée israélienne parvient à conquérir la Cisjordanie, la bande de Gaza, le désert du Sinaï et le Golan. Donc les armées arabes sont défaites pour la deuxième fois. Il y a trois grandes raisons pour lesquelles je pense que 67 est un changement majeur, même pour les gauches, mais pour Israël aussi. Le premier, la France, qui était historiquement l'allié important d'Israël dans ses premières décennies de vie, cesse d'être l'allié premier. Il faut rappeler le discours de Gaulle où il demande un embargo contre Israël et puis il critique l'occupation qu'Israël met en place. Et celui qui devient l'allié, ce sont les États-Unis. Sauf que les États-Unis, on ne devient pas leur allié sans condition. La première condition pour Israël, pour devenir le grand allié des Américains, et vraiment les Américains soient le premier grand allié d'Israël, c'est la libéralisation. Israël doit libéraliser son pays. Il faut entrer dans le giron capitaliste, et donc tout ce système public important, il faut le démanteler. En tout cas, il faut commencer à l'ouvrir davantage aux investisseurs américains. Ça, c'est notamment lié également au deuxième point qui est la colonisation. Vous le savez, donc Israël, je l'ai dit juste avant, a conquis la Cisjordanie, la bande de Gaza, Golan, Sinaï. Israël a donc accès à des terres qu'elle peut exploiter à sa guise. Cela va permettre de dynamiser l'économie, avec une classe moyenne israélienne qui va commencer à pouvoir bénéficier de terres qui sont quasiment, on va dire, vierges, en tout cas qui sont distribuées à de grandes familles, pour les exploiter, pour les mettre en agriculture, pour ensuite installer des premières colonies pour essayer d'exploiter. Et donc tout ça va permettre à Israël, avec la libéralisation en plus, vraiment d'avoir une espèce d'assise capitaliste et libérale très importante. Pour donner un exemple concret, vous savez qu'aujourd'hui, Israël, au niveau économique, est connu pour avoir une industrie militaire très florissante. C'est là-bas où on va notamment se fournir, beaucoup de pays d'Europe vont là-bas se fournir en nouvelles technologies militaires. Tout cet appareil d'entreprise industrielle-militaire se crée en 67. Tout un ensemble d'entreprises qu'on connaît aujourd'hui, Elbit, etc., les grandes entreprises israéliennes connues pour leur capacité à se renouveler en termes d'armement, se créent en 67. Vraiment, Israël met en place tout un arsenal privé, capitaliste ou semi-privé important à prendre en compte. Le troisième élément, qui n'est pas forcément lié à la guerre de 67, mais dont les conséquences vont se faire sentir juste après, c'est que, je l'ai dit, le mouvement sioniste à la base est européen. Dans les années 50-60, Israël accueille une population originaire des pays arabes, donc les juifs originaires des pays arabes. Cette population-là, qu'on va appeler juive orientale, quand elle arrive en Israël, elle n'a pas la même conception du pays que ceux qui l'ont créé. C'est-à-dire que
les juifs marocains, les juifs yéménites ou d'autres pays, quand ils arrivent en Israël, on leur dit c'est le pays des juifs. Donc pour eux, être juif, c'est d'abord une conception religieuse de la question. L'idée qu'un judaïsme pourrait être profondément culturel, voire même qu'on peut être juif et athée, comme les sionistes européens, certains le pensent, pour eux c'est complètement incongru. Si le pays est basé sur le fait que c'est le pays des juifs, la valeur première du pays doit être la religion. D'où la première grande confrontation qu'on a, où ces populations juives orientales vont se retrouver pour la première fois de leur histoire discriminées en Israël, non du fait de leur religion, comme ils ont pu l'être dans les pays arabes, mais du fait de leur origine. On leur dit en fait, vous êtes arabe, non, vous devez retirer votre arabité pour rester uniquement juif. Pour eux, ça n'a aucun sens. Pour eux, être juif depuis des siècles, c'était le fait de parler arabe, mais d'avoir une religion juive. Et cette espèce de confrontation avec la gauche au pouvoir, qui elle au contraire pense que le pays doit être basé sur des valeurs européennes où la religion serait mise de côté, il y a une confrontation qui arrive forcément. Le cas le plus connu, c'est des juifs yéménites, peut-être vous êtes au courant de ça, 6000 enfants juifs yéménites, aujourd'hui on a les chiffres, c'est autour de 6000, ont été pris de leur famille quand ils arrivent en Israël pour être placés dans des familles juives ashkénazes. Puisque Ben Gourion et les dirigeants à l'époque de la gauche israélienne qui dirigeaient le pays estimaient que les juifs yéménites étaient les plus arriérés. C'était ceux qui étaient les plus attachés à une tradition et donc ceux qu'il fallait le plus modifier, révolutionner culturellement, etc. D'où cette confrontation. Sauf qu'en Israël, on parle beaucoup de la gauche, mais également une droite. Cette droite sioniste, elle, depuis toujours, estime qu'au contraire, le pays doit être profondément juif nationaliste, mais le fait que la religion soit exclue du politique n'a aucun sens. La droite sioniste a toujours estimé quelque part que si c'est le pays des juifs, la religion doit être présente. C'est ce qui va fonder notre identité première. Et donc forcément, les juifs orientaux, progressivement, vont commencer à bien comprendre que si la gauche cherche en gros la guerre culturelle et la bataille, eux vont se tourner aux côtés de la droite. En 1977, lorsque la droite israélienne, pour la première fois de l'histoire, parvient à gagner les élections et à prendre le pouvoir, elle le fait majoritairement grâce aux voix des juifs orientaux. Et jusqu'à aujourd'hui, on pourrait revenir après, mais les juifs orientaux continuent à être l'un des principaux foyers électoraux de la droite israélienne. Surtout, l'an 67, on a une redéfinition de ce que c'est qu'être de gauche et être de droite. En gros, de la création d'Israël à 67, être de gauche et être de droite, c'était autour de questions très socio-économiques et également la question des populations arabes du pays. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Égalité, pas égalité, on s'en méfie, on s'en méfie pas, c'était ces questions-là. Au lendemain de 67, gauche-droite en Israël s'est redéfini vraiment autour de la question de qu'est-ce qu'on fait des territoires? Est-ce que les territoires vont amener à la création d'un futur État, arabe peut-être, palestinien, pas encore, mais arabe peut-être? Ou alors, est-ce que ces territoires-là, on va les prendre, on va les coloniser? Et là, on a vraiment une redéfinition qui va être importante et qui va faire que la gauche, quand elle perd le pouvoir en 77, la gauche sioniste, va commencer à se remettre en question. Alors, cette remise en question, pour que vous la compreniez de manière un peu schématique, quand la droite arrive au pouvoir, ça va libérer au sein des militants de la gauche israélienne la critique sur l'État. Pour que vous compreniez bien, excusez-moi, parler avec la France, peut-être vous capterez en Suisse si ça peut arriver, quand la gauche est au pouvoir, les militants de la gauche arrivent peu à critiquer le pouvoir. Par contre, dès qu'elle perd le pouvoir, les militants de la gauche deviennent très critiques du pouvoir. Là, c'est pareil. Au lendemain de 77, la gauche sioniste israélienne, qui était pourtant, dis-moi, assez timorée sur le pouvoir, commence à prendre la rue, en tout cas essayer de réfléchir à un nouvel élan électoral. Ce nouvel élan, elle va le puiser au sein de la gauche antisioniste. C'est-à-dire que la gauche antisioniste, depuis 67, elle dit qu'il faut rendre ces territoires tout de suite. Elle dit que les territoires de Gaza, de Cisjordanie, c'est illégal. Leur idée, c'est simple, c'est d'expliquer qu'en 1948, la création d'Israël peut quelque part être légitimée par le vote de l'ONU. D'une certaine manière, on peut trouver un terrain pour légitimer le pays. Ce que vous faites là en 67, c'est illégitime, et quoi qu'il arrive un jour ou l'autre, ça va vous retomber dessus. Par la colonisation, par l'occupation, etc. Et donc, on va avoir une partie des dirigeants de la gauche sioniste israélienne qui vont commencer à reprendre ce discours de la gauche antisioniste, mais ils vont le modérer. Ils vont évidemment reprendre tout le discours, ils vont essayer de le modérer, d'en faire un discours plus électoraliste, plus vendeur. Il ne faut pas oublier par exemple que Michel Warschawski, qui signe la préface du livre, s'est retrouvé dans sa vie en prison pour ses activités contre l'occupation. Pourtant, Warschawski va demander dans sa vie se retrouver aux côtés de militants de la gauche sioniste. Et lui, il explique comme ça, il dit qu'en fait, ces gens-là qui nous ont craché dessus pendant des décennies de 67 à 77, au lendemain de leur perte de pouvoir, vont commencer à venir dans la rue à nos côtés pour voir un peu ce qu'on dit et ils vont essayer de le reprendre un petit peu à leur sauce. Si vous voulez, le camp de la paix israélien qui commence à naître, années 70, années 80, va amener la gauche à pouvoir se repenser
et progressivement à entendre qu'il y a bien, au sein de la population juive israélienne, une volonté, au sein du camp progressiste, d'aller vers la paix. La question, c'est quelle paix, évidemment. Là, on pourrait revenir dans les questions. Tout ce cheminement arrive donc à l'élection de Isaac Rabin en 92, où Isaac Rabin est porté par un camp de la paix assez important autour de l'idée d'aller vers une négociation avec Yasser Arafat. Et c'est le fameux processus d'Oslo. Je ne vais pas revenir sur tout le processus, j'en parle assez longuement dans le livre, mais je vais revenir en tout cas sur comment la gauche va se fracturer sur Oslo. Lorsque Oslo débute, et lorsque les négociations sont entamées, on a en gros deux camps. Le premier camp, majoritaire, issu notamment du Parti travailliste israélien, estime que maintenant qu'on a gagné, on n'a quasiment plus rien à faire. On va soutenir Rabin, on va le pousser à négocier, et maintenant c'est bon, il est au pouvoir, il ne peut rien nous arriver quelque part. Le deuxième camp, qui lui va rassembler des militants antisionistes, mais également des militants sionistes, eux estiment que non, c'est trop facile. La droite commence à être très forte, les manifestations de la droite sont très violentes, sont très virulentes. Il faut rappeler que Rabin était assimilé à un SS dans les rues de Tel Aviv, quand même. Il faut manifester, il faut combattre. Et il faut surtout pousser à ce que Rabin aille plus loin que ce qu'il veut faire. Parce que finalement, dans ces deux camps-là, il y a la question des Palestiniens qui doit être mise au cœur. Pour le premier camp, ceux qui pensent qu'on a gagné, que maintenant, il n'y a plus qu'à négocier et c'est bon, on arrivera à la paix, ce camp-là, finalement, jusqu'à la seconde intifada, n'a jamais vraiment accepté d'entendre ce que les Palestiniens voulaient. Quand Arafat disait qu'il y avait des lignes rouges à ne pas franchir, oui, on peut les repousser, on verra plus tard. On verra, là d'abord, on va se mettre d'accord sur ce sur quoi c'est le plus simple. Ce que cette gauche ne comprenait pas, c'est à quel point pour les Palestiniens, le calendrier, c'est impossible. Il y a une question d'urgence. La colonisation doit s'arrêter tout de suite, les prisonniers doivent être libérés tout de suite. Et donc, il y a une espèce d'incompréhension dans le fait que vous négociez, mais sur le terrain, on ne voit pas d'évolution. Le deuxième camp, celui donc, que j'évoquais, qui rassemble des militants de toute tendance, antisionistes comme sionistes, dont quelqu'un comme Uri Avneri, peut-être que vous en entendez parler de lui, Uri Avneri qui était un militant du camp de la paix, loin d'être caractérisé comme un antisioniste primaire, au contraire, lui était dans ce camp-là et estimait au contraire, Uri Avneri, qu'on se trompe. Vous n'écoutez pas ce que les Palestiniens veulent. Et il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'équilibre entre les deux camps. Il n'y a pas de négociation. Il y a un colonisateur qui veut obliger le colonisé à accepter des conditions absolument impossibles à accepter. Donc, vos accords iront à l'eau quoi qu'il arrive. Il faut pousser pour que ça aille plus loin. Là où je voudrais en venir aussi, c'est sur le fait que l'élément moteur aujourd'hui, dans plusieurs études qui sont parues, date le début de la mort de la gauche en Israël à 95, lorsque Rabin est assassiné en novembre 95. J'ai tendance à dire que ça, c'est 5 ans plus tard pour moi. Quand Rabin est assassiné, évidemment que vous avez un effondrement moral, etc. On pense que c'est fini. Sauf que Netanyahou gagne les élections un an après, mais Netanyahou les perd en 99. En 99, c'est Ehud Barak, qui a pris la tête du Parti travailliste entre-temps, qui gagne les élections. Ehud Barak gagne les élections avec, les sondages montrent, plus de 50% de juifs israéliens qui sont pour le retour aux négociations. Donc il a quelque part une marge de manœuvre. On a une volonté, une dynamique pacifique. Sauf que Barak, le problème là-dedans, c'est que lorsqu'il était à la tête de l'état-major israélien, au début des années 90, a toujours été opposé aux négociations avec Arafat. Lui estimait qu'il fallait d'abord trouver un terrain d'entente avec les pays arabes et après avec Arafat. C'était un peu son truc, son credo. On pourrait y revenir si vous le voulez. Sauf que Barak, donc, ce qu'il veut faire d'abord, c'est il ne fait pas confiance du tout en Arafat. En 2000, il va demander à Arafat un nouveau cercle de négociation, qui va s'appeler Camp David, qui va avoir lieu en 2000. Arafat, d'emblée, donne 4 lignes rouges, où il dit c'est simple, si sur ces 4 lignes-là, il n'y a pas d'engagement israélien, je ne viens pas aux États-Unis négocier avec Barak, c'est de la perte de temps. Bill Clinton intervient, et en gros, Bill Clinton, alors aujourd'hui les versions varient, mais Bill Clinton en tout cas fait comprendre à Arafat que si tu n'y vas pas, vous allez passer pour entre guillemets le méchant, et tout ce que vous avez pu obtenir sous Oslo, donc notamment la création de l'autorité palestinienne, tout ça, ça va être démantelé. Vous n'aurez plus de financement, vous devez y aller. Aujourd'hui, on sait par contre, ça c'est certifié par les journalistes israéliens, Ehud Barak, avant même le début de Camp David, a un plan de communication. Soit Arafat accepte ce que je lui donne, soit dès le lendemain, je prends le micro en premier. Il prend le micro en premier, puisqu'Arafat forcément refuse ce que Barak lui offre. La fameuse offre généreuse de Barak va être refusée par Arafat. Et Barak a cette phrase dont il faut mesurer la portée. Ehud Barak dit « Nous n'avons pas de partenaire pour la paix ». Ça peut paraître anodin, mais il faut entendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque Rabin, en 93, serre la main d'Arafat aux États-Unis, il a permis en fait de normaliser
toutes ces initiatives qui avaient été faites par la gauche antisioniste ou la gauche sioniste radicale depuis des décennies de discussion avec les Palestiniens. C'est-à-dire qu'avant Oslo, avant tout ça, vous aviez des professeurs d'université, des enseignants israéliens, vous aviez des jeunes militants qui allaient voir les Palestiniens et qui faisaient des projets ensemble. Des projets universitaires, des projets de livres en commun, des cercles de discussion, etc. Tout ça était mis en place, mais tout ça était vu de manière très critique par la société israélienne. Lorsque le Premier ministre Rabin serre la main à celui qui était vu avant comme un terroriste, Arafat, ça a normalisé tout ça. Et même des militants très antisionistes vous le diront. Évidemment qu'ils n'avaient pas d'illusion aucune sur Rabin et sur Oslo. Mais le fait de voir ce symbole-là, en plus Rabin, général de l'armée israélienne en 1948, lorsque la première intifada a commencé en 87, c'est lui qui fait l'appel, rappelez-vous, à briser les os des Palestiniens. Et pourtant, c'est lui qui, 5 ans après, serre la main d'Arafat. Cette poignée de main a permis vraiment d'ouvrir en Israël la voie des possibles au niveau des individus. Et je ne parle pas des politiques, je parle des individus. Sauf que lorsque Barak dit « on n'a plus de partenaire pour la paix », il brise tout ça. Parce qu'en fait, il permet à la droite de dire que, ben voilà, regardez, depuis 20 ans, on vous le dit, depuis 20 ans et depuis 10 même avec Rabin, on vous dit que tous les projets qui visent à tendre la main à Arafat, c'est un piège, cet homme ne veut pas la paix. Suite à ça, les liens vont être rompus, les Palestiniens le datent très bien, les liens vont être rompus, la seconde intifada va se déclencher en septembre 2000, suite à la provocation d'Ariel Sharon, et on va avoir, à ce moment-là, une nouvelle doxa dans le jeu politique israélien que Ariel Sharon va mettre en place et que Netanyahou va ensuite reprendre. Cette idée, c'est finalement de penser que Oslo cherchait à mettre en place une séparation à l'amiable. L'idée, c'était en gros, on se sépare. Palestiniens d'un côté, Israéliens d'un autre côté, mais on vit en paix côte à côte. Sharon et Netanyahou vont reprendre le discours de dire qu'en fait, la séparation à l'amiable a été un échec, on va mettre en place la séparation par la force. Ça veut dire que les Palestiniens n'auront plus le droit de décider quoi que ce soit, on va tout décider nous-mêmes. Sharon va se retirer de la bande de Gaza et installer notamment le blocus, même si le blocus en réalité existait déjà en partie, en tout cas déjà bien avant l'arrivée du Hamas au pouvoir. Le mur a déjà été pensé avant, mais va être intensifié sous Sharon et va commencer à être construit. Et on va commencer progressivement à mettre en place une société où en fait les Palestiniens et les Israéliens ne se côtoient plus. Et ça, il faut avoir en tête. C'est le projet d'invisibilisation. On ne veut plus voir le Palestinien. Si bien que jusqu'à aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'en Israël, la question palestinienne est si peu évoquée, même encore aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout parce qu'ils ne les voient pas. On n'entend pas parler. Vous êtes un colon, vous habitez n'importe où quasiment en Cisjordanie, vous pouvez rejoindre Tel Aviv et Jérusalem sans croiser un seul Palestinien. Donc la question palestinienne vous apparaît comme quelque chose de superflu. On n'en parle pas. On en parle uniquement quand il y a des moments de révolte. Et là, forcément, c'est la tension, c'est un moment de peur, donc forcément, ce n'est pas un moment propice pour discuter. Pour terminer, pour les 10 minutes qu'il me reste, j'aimerais du coup m'arrêter sur le livre en soi, pour essayer un petit peu de battre en brèche peut-être certaines questions que vous allez poser, et comme ça on les met de côté tout de suite, et tant mieux, et on passe à un débat plus intéressant. Non pas que vos questions ne seraient pas intéressantes, mais le livre est sorti au mois de mai, et nécessairement, il a déjà amené pas mal de questions, de réflexions, de critiques. Donc j'aimerais répondre déjà à certaines critiques qui sont souvent les mêmes qui sont reposées. Pourquoi j'ai osé appeler le livre « L'échec d'une utopie » ? Pourquoi je dis que c'est l'échec d'une utopie ? D'abord parce que je pense que l'État d'Israël d'aujourd'hui est un pays qui s'est grandement droitisé, donc où l'idée même que la gauche puisse un jour gagner me paraît être compliquée. Mais on peut y revenir. 3 chiffres pour vous montrer à quel point la droite aujourd'hui domine le champ culturel israélien. D'abord, au niveau électoral, la Knesset élue en mai 2021, on a 72 députés sur 120 qui sont de droite. Et quand je dis de droite, je prends à peine les gens du centre. C'est vraiment de droite, toute tendance de droite. Dans une étude parue en 2019, 70% des jeunes juifs ayant entre 18 et 24 ans en Israël se disent de droite, profondément, au niveau des valeurs. Ils pensent que pour eux, les valeurs de gauche, ça ne leur convient pas, c'est les valeurs de droite qui leur va. 70% de droite à 18-24 ans, imaginez ce que c'est quand ils ont 50 ans, si on est droite à 24 ans. Je m'excuse, mais quand même, elle est facile celle-là. Si vous prenez l'ensemble de la société israélienne, juive israélienne, l'étude qui est parue en 2020 donne l'équivalent de 15% de juifs israéliens de tout âge, hein, d'accord, qui se définit profondément comme de gauche. C'est pas dire qu'il n'y a que ça comme de gauche, mais vraiment quand on leur demande, vous êtes plutôt gauche, droite, centre, sans même définir ça veut dire quoi, pour eux, ils disent
seulement à 15%, je suis profondément de gauche. Bon. Ce qu'on me dit souvent, c'est oui, mais vous vous trompez, puisque, regardez dans le monde, en fait, toutes les gauches sont en échec. Je ne le pense pas du tout. Je pense qu'il y a des pays où il y a des alternatives de gauche qui existent, et qui sont même beaucoup plus fortes qu'en Israël aujourd'hui, donc je ne pense pas, mais surtout, c'est une fausse critique qu'on me fait, parce qu'en fait, le livre ne dit pas que la gauche est en échec. Le sionisme de gauche est en échec. C'est ce que j'estime moi, parce qu'au contraire de beaucoup d'autres pays dans le monde, très peu de mouvements de gauche à travers la planète a voulu créer un projet de gauche sur une base profondément ethnique. C'est-à-dire qui ne bénéficierait qu'à une population précise, qui serait la population juive, en l'occurrence en Israël. Là, on peut en débattre, mais en tout cas, c'est un petit peu l'idée. Je suis d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de similitudes avec d'autres pays. Par exemple, évidemment, c'est pas que en Israël que les valeurs de gauche paraissent complètement désuées, où les gens ne croient plus dans le socialisme, etc., où le libéralisme paraît complètement gagner les esprits, etc., évidemment. Mais je pense qu'en Israël, parce que cette gauche-là était basée sur une dynamique profondément ethnique, il y a des questions structurelles. La première, c'est sociologique. Je l'ai dit avant, la question des juifs orientaux, j'y reviens pas. Vous avez eu une deuxième vague d'immigration en Israël, années 90, c'est les juifs originaires des pays d'ex-URSS. Cette population-là, entre 900 000 et 1 million, quand elle arrive en Israël, elle n'est absolument pas sur une dynamique religieuse. Elle est sur une dynamique profondément nationaliste, mais un nationalisme très exclusif. C'est-à-dire que, un petit peu comme on a aujourd'hui dans les pays d'Europe de l'Est, l'idée que pour que le pays fonctionne bien, il faut qu'on ait une nation bien identifiée. Et la mixité, le melting pot, non, ça ne correspond pas. Le pays ne pourra pas bien fonctionner. Donc eux, ce n'est pas du tout religieux. C'est vraiment l'idée que une nation égale un peuple bien défini. En l'occurrence, Israël, c'est le pays des Juifs. Religieux ou pas, ils n'en ont rien à faire. D'ailleurs, ils ne sont même pas forcément religieux, cette population-là, mais en tout cas, ils n'en ont rien à faire. Et cette population-là, forcément, en tout cas électoralement, on voit qu'elle a tendance à voter davantage à droite. Il y a surtout au niveau sociologique ce qu'on peut appeler une incompatibilité des valeurs. Pardon. Cette incompatibilité, comment on peut l'expliquer? Eh bien, aujourd'hui, Israël, c'est un pays qui est très inégalitaire au niveau socio-économique. Quand vous prenez les villes les plus pauvres chez les juifs israéliens, je ne parle pas des Palestiniens, c'est encore autre chose, mais les juifs israéliens, vous verrez que c'est souvent des populations issues soit d'Éthiopie, donc des juifs africains, soit des juifs orientaux, soit des juifs russophones. On se rend compte que les juifs ashkénazes, les juifs originaires d'Europe, sont très peu parmi ces catégories pauvres. Sauf que dans ces villes les plus pauvres-là, on ne vote pas du tout à gauche. Les statistiques le montrent, on ne vote pas du tout à gauche. On vote grandement à droite. Pourquoi? Effectivement, au niveau des valeurs, certains peuvent mettre en premier la question de la défense des libertés, la question de la défense des droits des plus démunis, la question de la répartition des richesses. Sauf que pour ces populations-là, qui sont paupérisées, on se rend compte que la première valeur qu'ils mettent en avant systématiquement, c'est la défense des privilèges de la population juive dans le pays. Notamment les juifs orientaux, ou en Israël, pays profondément colonial, on leur fait bien comprendre que leur objectif à eux, c'est que les privilèges, ou en tout cas les droits, ne soient pas partagés. Le pays étant quasiment pyramidal, si vous voulez, on aurait schématiquement en haut les juifs à peu près ashkénazes, en bas les Palestiniens. Eux, au milieu, ils ont bien conscience que l'objectif avant tout, c'est que le pays reste aux mains des juifs. Pourquoi également? Parce que vous le savez, on a au Proche-Orient une question démographique importante. Ils sont bien conscients que la population palestinienne n'a pas disparu. Entre la Méditerranée et le Jourdain, vous avez entre 6,8 et 6,9 millions de juifs aujourd'hui. On a entre 6,8 et 7 millions, les chiffres varient par rapport aux réfugiés, etc., d'Arabes palestiniens. Ça veut dire que l'idée de créer un pays majoritairement juif, il est battu en brèche, en tout cas, il est contredit là-dedans. Donc dans ce schéma-là, la stratégie de voter à droite, elle se comprend parce qu'on pense que c'est la droite qui parviendra avant tout, et mieux que la gauche en tout cas, à garder dans ce pays-là des privilèges pour une population bien précise. Là où la gauche paraît encore comme un mouvement qui va aller vers des négociations, etc. Et surtout, la gauche continue d'être perçue en Israël comme profondément anti-religieuse. En tout cas, laïque si vous voulez. Là où au contraire, pour ces populations-là, non, notre pays à nous, évidemment qu'il y a des problèmes d'inégalité, évidemment qu'il y a des problèmes de discrimination, mais ce qu'on veut nous avant tout, c'est que ce pays reste basé sur des normes et des valeurs qui seraient les nôtres. Le deuxième point structurel, c'est la question de la colonisation. Vous avez aujourd'hui à peu près, un peu moins, de 700 000 juifs israéliens qui vivent dans les colonies, entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Il faut bien avoir en tête que ça veut dire électoralement. Ça veut dire qu'à chaque élection, la droite démarre avec quasiment 700 000 voix d'avance, mathématiquement.
Dans les colonies, quand vous prenez les cartes électorales, la dernière de mars 2021 est éloquente. Les 700 000 colons votent très majoritairement à droite. Mais quand je dis à droite, le Likoud arrive troisième chez eux. Le premier, c'est les partis les plus extrémistes, etc. C'est vraiment un vote très à droite. Parce qu'eux ont bien conscience que plus la gauche sera forte, plus on a un risque à terme que les territoires soient négociés. Même si aujourd'hui la gauche s'est un petit peu revue sur ça, mais en tout cas, il y a cette crainte-là, donc on vote très à droite. Face à ça, forcément, la gauche, elle a deux options. Soit elle essaie de gagner des voix dans les colonies, c'est ce qu'une partie de la gauche essaie de faire, en pensant que de toute façon les colonies resteront là, donc on va essayer de les convaincre de voter pour nous. Soit on continue à avoir un discours basé sur le droit international, mais dans ce cas-là, vous pouvez être certain que vos discours vont partir avec beaucoup de voix de retard. Pour finir, le troisième point structurel, j'en ai un petit peu déjà parlé, c'est la question que Israël a été créé comme un pays qui doit être une démocratie et en même temps un pays pour les juifs. Juifs et démocratique. Sauf que Sharon, comme Netanyahou, avait bien eu en tête déjà ces idées que démographiquement ça ne tient plus. Si on colonise, un jour ou l'autre, la population qui vit en Cisjordanie, il faudra bien en faire quelque chose. Il n'y a aucun pays dans le monde où une population a pu rester ad vitam aeternam, sans droit, etc., en tout cas sans accès à un minimum de pouvoir politique. D'où le vote en 2018 en Israël de la fameuse loi État-nation du peuple juif, d'où l'article 1 dit clairement que quoi qu'il arrive en Israël, l'autodétermination restera entre les mains de la population juive, où on inscrit dans la loi un apartheid qui, selon moi, était déjà existant, mais en tout cas là, qui s'inscrit par la loi. D'où le fait que, et là c'est plutôt des gens plutôt disons de gauche radicale, ultra-radicale, qui me disent en fait, ton titre de livre, il n'est pas bon, c'est pas l'échec de la gauche sioniste, tu aurais dû mettre l'échec du sionisme tout court, puisque démographiquement, le pays même ne tient plus. Parce qu'on voit bien que pour rester un pays majoritairement juif, il est obligé d'aller vers un pays qui est de moins en moins démocratique. Parce que sinon, ça ne tient pas. Démographiquement, il y a un blocage. Pour finir donc, 5 minutes restantes, très bien. Ok, c'est bon. Pour finir donc, face à cette situation qui paraît complètement, je l'entends bien, chaotique et morose, la gauche a deux attitudes. La première attitude, c'est celle qu'a voulu choisir le Parti travailliste israélien, c'est de considérer que la fidélité au sionisme est ce qu'il y a de plus important. C'est de considérer que cette population juive, même celle qui vit dans les colonies, elle peut être convaincue, on peut la changer, on peut la transformer, elle peut voter pour nous. Ce Parti travailliste qui fait ça depuis maintenant à peu près 15 ans, au point même où, sachez-le, le Parti travailliste israélien aujourd'hui ne demande même plus l'application du droit international, puisqu'ils estiment que Jérusalem ne sera plus partagée. C'est clair, dans leur programme, c'est écrit noir sur blanc. Ils disent également que les grands blocs de colonies autour de Bethléem et Jérusalem ne seront jamais démantelés, parce qu'ils pensent que maintenant c'est Israël. Ils s'attaquent que aux colonies qui sont éloignées de la ligne verte. Leur problème, c'est que leur discours-là, il a beau essayer en tout cas de s'accommoder à la droitisation, on voit bien que ce Parti travailliste continue, année après année, à perdre du pouvoir. Actuellement, le Parti travailliste, c'est 7 députés, même 6, excusez-moi, je suis fatigué. C'est 6 députés actuellement la Knesset, sur 120. Le parti qui a été au cœur de la création d'Israël, il faut bien entendre ça. Aujourd'hui, en fait, ce parti-là, il faut avoir ça en tête aussi, son seul rôle dans le jeu politique, c'est d'être une espèce de variable d'ajustement gouvernemental. On les prend que pour faire le complément au gouvernement. Ils n'ont plus d'influence du tout. Ça paraît triste, mais c'est une réalité. Et puis, il y a l'autre gauche. Non pas que cette autre gauche-là est un espoir incroyable, mais c'est intéressant à prendre en compte. Cette autre gauche-là, la première personne que j'aimerais qu'on ait en tête, c'est un juif communiste qui s'appelle Dov Renin. Et Dov Renin, c'est lui qui, au lendemain de la seconde intifada, année 2005-2010, il était député communiste, et c'est lui, un des premiers en tout cas, qui avait mis cette idée en tête, qui est que on est face à un dilemme. On a une population palestinienne d'Israël qui veut s'engager politiquement. On a une population juive israélienne dont une partie est triste, morose et ne croit plus en alternative. Problème. Si on se met à critiquer le sionisme, la population juive ne vient pas avec nous. Si on ne critique pas le sionisme, les Palestiniens d'Israël ne viennent pas avec nous. Nous, on est entre deux. Il faut trouver une alternative à tout ça. Cette alternative, elle va être en partie trouvée, ou en tout cas façonnée, par son successeur, si vous voulez, qui est Ayman Odeh, qui est un Palestinien communiste en Israël. Ayman Odeh, lui, va développer une stratégie dont on pourra discuter après dans le débat. C'est de dire que voilà,
on a en Israël aujourd'hui à peu près 30% de juifs qui continuent à voter à gauche. Donc lui, il estime qu'on a 30% de juifs progressistes qui votent, quand je dis à gauche, même ceux du centre, il les prend. Hein, d'accord. C'est progressiste au sens où le pays est tellement droitisé que même si tu votes au centre, tu peux paraître pour quelqu'un de progressiste dans le pays. Bon, ces 30%-là, Ayman Odeh dit que si on arrive à les mettre dans un mouvement aux côtés des 18-20% de Palestiniens qui vivent en Israël, on peut avoir un mouvement important. Pas majoritaire, mais en tout cas une première idée dynamique. Bon. Et donc, il a fondé son mouvement en essayant de ratisser le plus loin possible. Il a pris la tête de la fameuse liste unique, vous avez entendu parler, liste unique qui rassemble en fait l'ensemble des partis palestiniens d'Israël et le parti communiste israélien, autour de l'idée d'aller vers une dynamique arabo-juive. Voilà, on va dépasser cette question du sionisme. Nous, on n'est ni antisioniste ni sioniste, on dépasse ça, on est pour un pays pour tous. C'était un peu leur idée stratégique. C'était d'ailleurs assez drôle pour avoir suivi leur campagne. C'était en fait la seule liste qui s'adressait à tout le monde. Par exemple, Ayman Odeh, vous avez ces affiches dans les quartiers ultra-orthodoxes israéliens. Parce qu'en fait, vous savez qu'en Israël, les ultra-orthodoxes, leur grande revendication en Israël, c'est de ne pas faire le service militaire. Ils ne veulent pas le faire. Eh bien, la liste unie avait mis des affiches pour dire « Votez pour nous, et avec nous, il n'y aura plus de conscription du tout. » C'était drôle, mais en fait, c'était une idée. Dans les quartiers juifs éthiopiens, il y avait des affiches où c'était écrit « Votez pour nous, et il n'y aura plus de discrimination. » Et en fait, même si ça n'a pas forcément porté des fruits auprès de ces populations-là, c'était intéressant de voir qu'on avait pour la première fois un parti, en tout cas une liste, de gauche, qui avait compris qu'en fait, il fallait parler à tout le monde sur une même base. Et pas un discours qui change par rapport aux populations, vraiment une même base. Bon. Cette alliance arabo-juive a été profondément dynamique pendant à peu près 5 ans, jusqu'en mars 2020, où elle a obtenu 15 députés à la Knesset, ça paraît peu, mais pour Israël, avec 120 députés, c'est déjà pas mal, et surtout des scores impressionnants dans les villes palestiniennes, où elle a obtenu jusqu'à 90% des voix dans les grandes villes palestiniennes d'Israël, et surtout un record de voix chez les juifs israéliens. Dans beaucoup de quartiers de Tel Aviv ou Haïfa, on a voté en masse, liste unie. Quand je dis en masse, on n'a pas les chiffres exacts, mais on estime que c'est plusieurs de dizaines de milliers de voix, ce qui est déjà un début, en tout cas un premier socle. Bon. Problème, Ayman Odeh, lui, s'était dit, eh bien voilà, maintenant que j'ai 15 députés, cette gauche et ce centre israélien qui ne veut pas de l'extrême droite, il n'a qu'une seule solution, s'il veut gouverner, c'est se tourner vers nous. Sauf que pour se tourner vers nous, il devrait respecter des conditions. D'où les fameuses photos que vous avez peut-être vu passer. On a Ayman Odeh, qui est avec Benny Gantz, qui est à l'époque le leader de l'opposition Netanyahou, où il négocie. Parce qu'Ayman Odeh est sûr de lui, il dit, mais c'est sûr, il n'a pas d'autre choix, de toute façon, s'il veut prendre le pouvoir, il doit se tourner vers nous. Donc il y a des conditions à respecter. Les photos sont prises. Moi-même, à l'époque, il y avait le Covid, hein, donc j'étais pas là-bas, je ne vais pas vous mentir non plus, mais je suivais ça, j'essaie de comprendre un petit peu, mais qu'est-ce qui se joue là-dedans? Et patatrac, à un moment donné, on apprend que finalement, il y aura de nouvelles élections, pour une raison très claire, c'est qu'au sein du camp de centre-gauche, on n'a pas le chiffre exact, mais c'est au moins 3 députés ont fait défection en disant à Benny Gantz, on refuse catégoriquement que tu formes un gouvernement qui serait soutenu par des gens qui ne sont entre guillemets passionnistes, en tout cas par la liste unique. On ne veut pas d'eux avec nous. Ayman Odeh, du coup, ça plonge électoralement, puisque forcément, il avait obtenu un tel espoir où les gens ont dit, ah ben ça y est, quelqu'un qui a compris une stratégie, ça plonge parce que qu'est-ce qu'il se rend compte, c'est qu'en fait, même le centre-gauche n'est toujours pas prêt à s'allier avec lui. Et puis on arrive aux élections dernières, mars 2021, pardon, où là on a un camp, tout sauf Netanyahou, qui parvient à prendre le pouvoir. Et là, ce camp-là, on voit qu'il rassemble de la gauche sioniste jusqu'à l'extrême droite, puisque Bennett, qui est actuellement au pouvoir, est quelqu'un d'extrême droite, même si il est vrai, depuis 2 ans, il s'est... j'aime pas... les médias disent qu'il s'est recentré. Pour les Israéliens, oui, il s'est recentré, mais profondément, il est quelqu'un d'extrême droite. Mais ce qui est intéressant là-dedans, je vais finir sur ça, c'est que au sein de la population palestinienne d'Israël, il y a eu évidemment un profond vide parce qu'on a cru en Ayman Odeh. Et qui est la personne qui a réussi à sortir sa carte du jeu? C'est les éléments les plus réactionnaires de cette population palestinienne d'Israël. C'est-à-dire que Ayman Odeh, qui disait en gros, c'est simple, vous voulez nos voix, c'est l'égalité ou rien, il a été mis de côté. A émergé une autre personne qui s'appelle Mansour Abbas. Mansour Abbas, c'est historiquement le leader du parti islamo-conservateur, le parti RAM. Certains disent islamiste. Je trouve que islamo-conservateur, ça lui va mieux par rapport à Israël et à un pays où... Enfin, vous savez qu'en Israël, un parti islamiste, ça peut paraître un peu particulier. Islamo-conservateur, en tout cas, je trouve que ça va bien. Donc, on peut en débattre si vous voulez. Et Mansour Abbas, lui, il a fait une liste concurrente à Ayman Odeh auprès des Palestiniens d'Israël pour dire, et c'était fou comme discours, ce pays ne sera jamais le nôtre, on n'aura jamais d'égalité, mais votez pour moi, on aura plus de droits. Parce que moi, je vais m'allier avec n'importe lequel des candidats israéliens dès lors qu'il accepte de nous donner un petit peu plus de droits. Et en fait, entre l'égalité et ce truc-là,
le centre-gauche a privilégié Mansour Abbas, où Odeh était vu comme quelqu'un de trop sulfureux. Et aujourd'hui en Israël, on voit bien que ce qu'expliquait Ayman Odeh en 2015 se révèle vrai, c'est qu'aujourd'hui, la gauche israélienne, soit elle comprend que pour gouverner sans l'extrême droite et le religieux, elle doit se tourner forcément vers l'autre gauche et trouver une autre dynamique ou une autre alternative future, soit elle est contrainte définitivement à gouverner avec l'extrême droite et les religieux parce qu'ils sont dans ce pays bien trop dominants. J'ai dépassé de 5 minutes, mais merci. Merci Thomas, c'était très intéressant. Merci pour avoir poursuivi même à la fin de ton livre ce qu'on n'avait pas parce qu'il était sorti avant que tu arrives effectivement, à ce que tu as raconté sur la fin. On va prendre des questions. Je pense qu'on peut prendre plusieurs questions et puis après les questions seront répondues par Sylvie. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des questions parmi l'audience? Oui. Je te laisse poser ta question puis réfléchir déjà pour l'autre. En discutant avec des copines et des copains israéliens, ce qui m'a toujours, enfin, parler des élections notamment, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'ils parlent des élections long, large, en carré. Mais les Palestiniens, ça n'existe pas. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Mais dans les élections même, enfin, dans les débats autour des élections, est-ce que quelque part, il y a eu quand même mention des Palestiniens ou pas? Ou est-ce qu'ils ont été complètement escamotés? On prend une série ou j'y vais parce que là, sinon je peux prendre plusieurs questions d'affilée. Mais... On va avoir 3 questions. On fait une série de 3 questions et après, Bernard, vas-y. J'aurais une question concernant l'optique en état de nation ou 2 États. Sur la gauche. Ah, ok. Comment elle se positionne sur ça? Oui. Oui, ok. C'est quand même. Bien sûr, oui. Et puis, madame qui avait une question. Oui, peut-être que ça n'entre pas dans cette présentation, mais j'aimerais bien savoir ce qu'est le sionisme. Et maintenant qu'il y a énormément de sionisme juif et vraiment une confusion, enfin un amalgame entre ça, mais l'historicité du sionisme. Ok. Bon, je vais déjà commencer par ça si tu veux bien. Ouais, mais après je reprends, pas de problème. Ok, je vais reprendre dans l'ordre parce que c'est quand même un peu plus simple. La question des Palestiniens absents, il faudrait la comprendre parce qu'il y a une raison à ça. J'ai parlé tout à l'heure de la volonté de Sharon, comme Netanyahou, d'invisibiliser les Palestiniens. Ça s'est pas fait, j'ai été rapidement, évidemment, ça s'est pas fait uniquement par le mur et le blocus. Ça s'est fait également par un autre objectif. Après la seconde intifada, donc après en gros 2004-2005, le Hamas parvient à gagner les élections, 2005-2006, et puis derrière on a une guerre civile entre Palestiniens et on a une division entre Cisjordanie et bande de Gaza. En Cisjordanie, l'appareil politique qui a pris le pouvoir de l'autorité palestinienne, notamment mené par M. Salam Fayyad, qui est un ancien de la Banque mondiale ou du FMI, je ne sais plus, en tout cas un des deux, pardonnez-moi, avait une stratégie qui était de dire qu'en fait, voilà, la lutte armée, ça a échoué. On a vu, Intifada, ça a mis un terme à tout ça. On va donc créer un État qu'Israël le veuille ou non. Cette idée, c'était quoi? C'était du coup d'arriver à une paix économique. On va demander aux Israéliens de laisser entrer les investisseurs. Et ça s'est fait. Quiconque a vu Ramallah avant 2006 et l'a vu après, en tout cas a lu des articles dessus, pouvait témoigner sur le fait qu'entre-temps, on a eu à Ramallah tous les portraits des martyrs ont été retirés pour des grandes pubs d'entreprises internationales. Les grands hôtels de luxe ont proféré. Il y a des rues marchandes qui ont été mises en place. Enfin, vraiment incroyable. La paix économique a été également vendue aux Israéliens. Sharon, comme Netanyahou surtout, a dit regardez, voilà ce qu'il fallait faire. On a dit aux Palestiniens, tenez-vous tranquilles, vous aurez de l'argent. Vous aurez des droits, des permis de travailler en Israël, vous aurez des emplois en Cisjordanie, et vous vivrez mieux qu'à Gaza, où ils ont voté pour Hamas, et maintenant regardez ce qui va leur arriver. Sauf que derrière ça a vendu chez les Israéliens un sentiment en fait vraiment d'apaisement. Il n'y a quasiment pas eu de révolte si vous regardez bien.
officiellement, il n'y a pas eu de grand mouvement de révolte palestinien entre la fin de la Seconde Intifada et à peu près année, on va dire 2010-2011. Il y a eu des bombardements sur Gaza, liés à un mouvement sur Gaza. Donc là, c'était le symbole de dire, regardez à Gaza ce qui se passe, vous en Cisjordanie, vous, entre guillemets, vous tenez bien, voilà. Mais ça a fait quoi? Ça a fait que du coup, tous les Palestiniens qui, eux, continuent à militer, à manifester, ou à faire même parfois des opérations qu'on peut considérer totalement comme kamikazes ou échouées, ou un suicide carrément, voilà. Pour les Israéliens, ça paraissait non plus du tout comme un mouvement national qui se lève, non, c'est des radicaux. C'est des gens qui me regardent, même quand on leur donne un travail, une possibilité de vivre dignement avec leur famille, ils n'en veulent même pas. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est nous attaquer. Quand il y a eu, par exemple, en 2014-2015, je crois que c'est la bonne date, il y a eu cette espèce de mouvement que personne n'a vraiment bien réussi à comprendre à Jérusalem, de jeunes qui attaquaient au couteau des soldats et des colons. Bon. En Israël, ça n'a jamais été perçu comme un mouvement de révolte. C'était vu, alors les plus extrêmes disaient que c'était en fait des gens fidèles à Daesh qui agissaient, parce que c'était le même moment, hein, voilà. Et puis les moins radicaux, les centristes disaient, en fait, regardez, ce sont des gens qui, quoi qu'il arrive, ne voudront jamais la paix avec nous. Ils nous attaquent dans le dos, etc. Voilà, enfin, c'était cette idée-là. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ça a fait qu'en fait, pourquoi on parlerait des Palestiniens? En fait, ceux qui se tiennent bien, ils vivent bien. C'est l'idée qu'on a. Pour faire un parallèle totalement un petit peu abrupt, mais Israël produit beaucoup de séries télé. Regardez-les pas toutes, parce que ça peut faire parfois très mal au cœur et à la tête, mais certaines séries, franchement, la plus connue qui est même Fauda, dans Fauda, en fait, vous regardez, il arrive des trucs mal qu'aux Palestiniens qui se révoltent. Tous les autres dans la série, il leur arrive rien. Leur vie, elle est tranquille, quoi, quasiment. S'ils se tiennent bien, ils ont une vie normale. Donc, en fait, dans cette question-là de pourquoi on parle pas des Palestiniens, parce que ceux qui en parlent, c'est la gauche, le Meretz et la gauche antisioniste ou non-sioniste, et eux, ils sont vus comme, en fait, des gens totalement radicaux, ou en tout cas, c'est toujours les mêmes, etc. Mais surtout, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'il y a un réel consensus, et ça, il faut bien l'entendre. Actuellement, dans la Knesset, sur 120 députés, on peut estimer, moi j'en ai à peu près 90 à 95 qui clairement ne sont pas pour un État palestinien. Comme nous on l'entend au niveau du droit international, clairement n'en veulent pas, strictement. 100, au moins 100 sont contre le partage de Jérusalem, alors que le droit international dit que Jérusalem doit être partagé. Ils sont complètement opposés. Donc dès lors, le discours palestinien qui lui continue à être centré sur le droit international, c'est pas qu'on l'entend pas, c'est qu'il l'intéresse pas. Le rapport de force est tellement en faveur d'Israël que pourquoi on entendrait ces gens-là? Pour anecdote, par exemple, les porte-paroles de l'armée israélienne, qui sont invités dans plusieurs pays dans le monde pour faire des conférences, en fait, depuis maintenant, alors je n'arrive pas à le dater, mais moi, en tout cas, depuis que je l'ai su, c'est à peu près depuis 4-5 ans, leurs conférences, ils ne parlent même plus des Palestiniens, et ils peuvent le faire. Ils parlent de l'Iran, ils parlent des révolutions arabes, ils parlent de Daesh, ils parlaient de la Syrie. Il y a peut-être des gens qui posent des questions dans le public, mais eux n'en parlent pas parce qu'ils veulent faire comprendre aux gens qu'en fait, c'est plus une question. Sauf que problème, ce qui s'est passé cette année, ça a bouleversé les choses. C'est-à-dire que cette année, on a vu qu'en fait, les Palestiniens d'Israël ont manifesté aux côtés des jeunes Palestiniens de Jérusalem, qui ont manifesté alors qu'il y avait des tensions dans les colonies, et à Gaza, ça également, ça s'est soulevé. Donc là, on a des cartes qui se rabattent, mais il faut bien entendre une chose, et je finirai quand même sur ça par rapport à votre question, c'est que au final, ce qui fait qu'on ne parle plus des Palestiniens, c'est surtout que les Palestiniens eux-mêmes n'ont pas un mouvement national qui est capable de se faire entendre. Et ça, c'est du pain béni pour Israël, clairement. Que Israël ait mis sur la liste terroriste 6 ONG parmi les plus actifs, c'est significatif. Ces 6 ONG-là, je pense notamment à Adamir ou à Al-Haq, qui sont des partenaires importants pour beaucoup d'ONG internationales, sont des ONG qui font un travail bien plus important qu'autorités palestiniennes, clairement. Et ils sont évidemment les plus malmenés sur ça. Pour finir vraiment sur votre question, le dernier élément que vous devez avoir en tête, c'est que parallèlement à tout ce processus-là d'invisibilisation, Israël a également enclenché un autre processus. Ce processus, c'est le fait de considérer que pourquoi Oslo a été mis en place également? Parce qu'il fallait trouver une nouvelle raison pour Israël d'être soutenu par l'Occident. C'est-à-dire que Oslo devait permettre à Israël de légitimer leur présence dans la région et le fait de dire que non, ok, jusqu'à présent on a vécu par l'épée, mais maintenant qu'il y a la chute de l'URSS qui était vue comme le principal financeur des mouvements les plus radicaux dans le camp arabe et palestinien, et bien maintenant on peut parvenir en tout cas à une paix. C'était l'idée des années 90, la paix partout, etc., avec des échecs qu'on connaît, mais en tout cas c'était cette idée-là. L'échec d'Oslo a fait qu'au début des années 2000, il fallait pour Israël trouver une nouvelle raison d'être soutenu de manière indéfectible. Il faut quand même rappeler qu'en années 90, Clinton notamment, et ses prédécesseurs ensuite, ceux qui ont succédé à lui,
excusez-moi, ceux qui ont succédé à lui, expliquaient qu'en fait, Israël n'aurait un soutien financier que sous condition que les négociations reviennent. Il fallait arrêter ça. Ce que Sharon a réussi à mettre en place, parce que je pense que c'est lui le premier, pas lui personnellement, mais son équipe en tout cas, c'est le fait de comprendre que le 11 septembre 2001 va tout bouleverser au niveau international. Sharon va être le premier à dire que notre Ben Laden, c'est Arafat. Et que donc, en fait, nous, on ne fait plus face à un mouvement national, on fait face à un mouvement terroriste, et qui, en plus de ça, ça leur va bien, parce que quand le Hamas gagne les élections, ils peuvent montrer que, bah, regardez, en plus, c'est les islamistes qui sont face à nous. Je fais un parallèle, pourquoi ? Parce que, excusez-moi, en France, aujourd'hui, ceux qui sont les principaux tenants vraiment du discours pro-Netanyahou, ils n'accusent pas les Palestiniens de vouloir, comme à l'époque, je ne sais pas moi, réisraël de la carte, etc. Ils accusent les Palestiniens de vouloir fonder un État terroriste. Par exemple, en 2017, important, 2017, l'Université de Tel Aviv organise une conférence pour les Juifs francophones. La conférence invitait Philippe Val, en tant qu'ex-président directeur de Charlie Hebdo, et Frédéric Ancel, qui est un géopolitologue français clairement pro-israélien. La conférence intitulée « France-Israël, deux démocraties face au terrorisme ». En fait, cette stratégie, elle est là-dedans aussi. C'est que ceux qui aujourd'hui en Israël continuent à parler des Palestiniens, on les voit aussi comme des gens qui non seulement continuent à parler d'un discours qui paraît désuet, mais en plus vous soutenez des gens qui, regardez aux premières possibilités, vont nous attaquer. Donc on n'en parle pas. Et il y a une espèce d'unanimité autour de ça qui fait que ça peut être bloqué, ça peut être cassé uniquement quand il y a des mouvements de révolte, comme on l'a vu cette année, où ça a amené des discussions et ça a rebattu en partie les cartes de la gauche, mais on peut en reparler peut-être une autre fois, parce que là, ça serait un petit peu trop long, et puis j'ai encore d'autres questions à répondre, mais ce sera plus court. Sur la question d'un État, deux États au niveau de la gauche, il faut être très clair actuellement, hormis du côté de la gauche vraiment antisioniste, c'est la question des deux États qui continuent à dominer. Deux États dominent pour une raison, c'est que d'abord, le Parti communiste israélien continue à penser que c'est l'alpha et l'oméga, c'est ce qui fera c'est ce qui amènera la paix. Eux, ils pensent qu'en fait, un État, c'est une vue d'esprit intellectuelle, mais en fait, on brûle les étapes. Il faudra passer par deux États. Et puis, au sein de la gauche sioniste, le Meretz, parce que le Parti travailliste, lui, a complètement oublié ça, mais le Meretz, lui, continue à estimer qu'en fait, le seul moyen de défendre les droits des Palestiniens, c'est de s'accrocher au droit international. Et donc, ce droit-là est plus facile à expliquer avec deux États. En tout cas, c'est leur stratégie. Mais actuellement, il n'y a pas vraiment de dynamique à un État. Ça se retrouve plutôt au niveau des ONG ou de petits groupes militants. Là où, par contre, ça prend plus au niveau de la gauche, la question de l'apartheid, où là, il y a 10 ans de ça, vous allez là-bas, je crois que l'apartheid n'était mentionné presque par personne au sein de la gauche, ou peut-être certains groupes radicaux. Aujourd'hui, même au niveau du Meretz, on peut parler d'apartheid. Ils emploient ce mot-là. Limité, hein, mais en tout cas, ils l'emploient. Là, on a une évolution qui peut être en tout cas intéressante ou une perspective à évoquer. Et quand je dis ça, c'est pourquoi ? Parce que dans ces dynamiques de gauche en Israël, on a également une stratégie qui est de considérer que on ne peut plus faire sans les Palestiniens d'Israël. C'est une force électorale trop importante. On ne peut plus faire sans eux. Et donc, pour les avoir avec nous, il faut se confronter à la réalité d'Israël. La réalité d'Israël, c'est que... Excusez-moi. La réalité d'Israël, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de lois qui continuent à discriminer à différents niveaux la population palestinienne. Donc forcément, si on se confronte à ça, on se confronte au fait que ce pays-là doit complètement être revu, complètement être modelé, et donc ça pose des questions liées à l'apartheid, et évidemment liées au fait que, est-ce qu'on crée un État pour tous ou pas voilà. La dernière chose que j'ai lue intéressante, et je vous la livre comme ça, c'était par des militants d'ONG israéliennes qui expliquaient qu'en fait, avant de penser à un seul État, je trouvais ça intéressant. Je ne dis pas que je suis avec eux, mais c'est intéressant. Avant de penser à un seul État pour tous, essayons d'abord de faire en sorte que Israël soit un État binational. C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi on commencerait à penser qu'on va créer un État pour tous si Israël même, juste Israël, on n'arrive même pas à créer une égalité entre juifs et arabes dans ce pays-là. Et en gros, l'idée c'était de dire que le rapport de force à grande échelle sera encore plus défavorable à un État pour tous sur Méditerranée ou Jourdain. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce que je dis. Bon. Je suis désolé sinon, mais ok, c'est un peu technique. Alors, question beaucoup moins technique évidemment de la dame, qu'est-ce que c'est que le sionisme ? Alors en fait, pour comprendre ça, allez, de manière simple, jusqu'à la fin du 19e siècle, année 1800, il existe dans le monde juif, notamment juif européen,
plein de mouvements différents qui continuent à avoir cette idée que Jérusalem, ou en tout cas ce qui est censé être la terre historique des Juifs, c'est un endroit où on peut aller se réfugier, en tout cas un endroit où on peut aller vivre. Et il y a des mouvements qui existent, en tout cas notamment en Europe, qui cherchent en gros à fuir l'antisémitisme, notamment d'Europe de l'Est, où rappelez-vous que dans l'Empire russe, à l'époque, vit 60% de la population juive mondiale. C'est énorme à l'époque. Hein. Des mouvements qui en fait essaient de financer l'installation de ces populations juives, notamment du côté de Jérusalem, mais il n'y a pas forcément d'idée à l'époque d'en faire un mouvement national. Ce qui va changer la donne, c'est que on a en 1897 le premier congrès sioniste qui lui en fait va essayer de faire de ce mouvement culturel sioniste un mouvement profondément national, mis en place par plusieurs messieurs, mais le plus connu est Theodor Herzl. Et pour comprendre le sionisme, on peut prendre la stratégie de Herzl. Herzl, c'est un juif austro-hongrois, profondément intégré, en tout cas lui il se définit comme ça, il est journaliste, c'est quelqu'un de classe moyenne, voire même un bourgeois. Herzl vit dans l'Europe de l'Ouest, et lorsqu'il est en France, pour couvrir l'affaire Dreyfus, Herzl se rend compte qu'en fait, même en France, où pourtant les Juifs sont censés avoir des droits égaux aux autres, et ont été intégrés, etc., eh bien, l'affaire Dreyfus démontre que l'antisémitisme est encore bien présent. Et que donc, en fait, Herzl en déduit que le seul moyen pour les Juifs de vivre libre, c'est de se rassembler en tant que peuple et d'avoir un État où ils seraient majoritaires. Je pense, à mon avis, que le sionisme, on peut le définir par ce point central, il y en a d'autres, mais ce point central, c'est d'avoir un État où il serait majoritaire. En tout cas, c'est comme ça que ça va être défendu. Au sein du mouvement sioniste, il y a de nombreuses tendances différentes. Je vais vous les passer si vous me permettez, mais entre les Juifs de gauche, entre les sionistes de gauche, les sionistes de droite, etc., il y a d'innombrables tendances différentes, où l'État qui doit être fondé n'est pas le même qu'on envisage. Maintenant, ce que je peux vous donner un peu comme trailer ou comme bande-annonce, il y a un mouvement juif en France, l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix, qui s'apprête à sortir dans les semaines à venir un livre pour répondre en fait à tout ça, qui s'appelle « L'antisionisme, une histoire juive ». Et en fait, ce livre est censé réexpliquer le fait que si le sionisme est évidemment lié aux populations juives qui étaient discriminées et victimes de racisme, etc., l'antisionisme aussi, à la base, c'est un mouvement qui est profondément juif, qui lui estimait qu'au contraire, le sionisme ne va faire que créer un État bourgeois inégal. Et que cet État-là ne peut pas être un État juste parce qu'il est créé sur le dos d'un peuple. Et que dans ce cas-là, c'est forcément un État qui va être injuste par essence. En tout cas, c'est l'idée là-dedans qui a été un petit peu évoquée. J'essaie de schématiser, hein. Vous m'excusez, mais en tout cas, je pense être... Merci pour votre réponse. On va prendre d'autres questions. Alors, allez-y. Vous aviez une question. Je t'ai vu. Vas-y. Je vais revenir un peu en arrière. Vous avez parlé des Juifs orientaux qui étaient plus ou moins tous profondément religieux et donc qui se sentaient plus attirés par la droite. Mais je me demande si c'est vraiment tout aussi simple, parce que je pense aux Juifs de l'Irak, où il y avait une partie communiste assez développée, et c'était pour pas mal de gens, et que d'entre eux, c'était des gens qui n'étaient pas du tout religieux. Ah, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut les placer dans ce schéma? Ouais. Tu as dit qu'en fait, il y a quelque chose de relativement nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les Palestiniens d'Israël, ils commencent à jouer un rôle dans le jeu politique. En même temps, on a passé un État qui se déclare juif. Ça me pose, j'aimerais bien sujet. Première question, un tout petit peu dans le même domaine. Tu as parlé des Palestiniens d'Israël et en fait, dans ton discours, les Palestiniens qui ne sont pas en Israël, ils n'existent pas. Donc, pour moi, le grand problème, c'est que, ou bien le grande victoire du sionisme, est aussi d'avoir réussi à faire que le peuple palestinien n'est plus un. Fragmenté. Donc, j'aimerais avoir des commentaires. Ben ouais. Ok. Sébastien, troisième question. Aussi de... Et puis. Ok. Oui, bon, moi, c'est 4 questions. Ouais, non. Tu me les envoies par mail, hein, je te réponds par mail. Non, mais après, tu peux faire le tri. Ok, allez, vas-y. Aussi discuter. Ok, ça va, je plaisante. Hein. Entre nous à d'autres moments.
Bon, il y a une dizaine de jours, on a fait, enfin 2 semaines, on a fait une causerie, entre autres, sur Julien Berdreau. Je suis tombé sur un texte de lui. À la toute fin de sa vie, il est allé en Israël alors qu'il était plutôt méfiant et il est revenu enchanté en voyant ça. Il a rencontré Golda Meir en voyant ça comme un peu, justement, un pays socialiste. Donc, en Suisse, dans quelqu'un comme Julien Berdreau pouvait être très admiratif encore à la fin des années 60, donc après le tournant de 67. C'est juste pour faire un peu le lien, parce que certaines personnes qui sont là étaient présentes il y a 2 semaines. Donc je viens maintenant à mes questions, mais vraiment tu peux faire le tri entre guillemets, parce qu'en partie tu as abordé certaines. Mais je suis intrigué, intéressé parce que... Vas-y, pose-les et puis je les répéterai, vas-y. Je suis intéressé, intrigué parce que tu as parlé qu'aujourd'hui, j'ai pas bien saisi où ça situait dans le panorama, mais des gens, des militants qui réévoquent la question de l'État binational. Or, elle n'est pas totalement nouvelle, puisque parmi des fondateurs de l'université hébraïque dans les années 20-30, comme Martin Buber ou Gershom Scholem et d'autres, il y avait cette idée d'État binational. Donc peut-être dans le panorama historique que tu as retracé, est-ce qu'il y avait des liens avec la gauche? Parce que c'est plutôt un mouvement intellectuel, s'il y avait un lien avec ça. Si ce que tu dis aujourd'hui puise un peu dans cette idée, dans ce passé. La deuxième chose, je vais essayer de fusionner un peu. Allez, posons une deuxième, vas-y. Bon, je laisse tomber celle-là. Laissons tomber. Il y a deux choses par contre que je pense que c'est important de discuter, là, qui sont plus des questions d'actualité. La première, et d'ailleurs je vous invite chacun ici à le lire, il y a l'ancien correspondant du Monde en Israël qui s'appelle Sylvain Sipel, qui connaît très bien Israël, qui était correspondant et qui a même vécu dans les années 70 dans un kibbutz pour le coup. Et il a publié il y a quelques mois un livre très important qui s'appelle L'État d'Israël contre les Juifs. C'est une expression qui reprend à l'historien américain Tony Judd. Et c'est assez effarant le tableau qu'il dresse, tout en disant qu'en Israël, l'avantage par rapport à d'autres pays, c'est que c'est dans la presse, c'est pas du tout caché et c'est très clair. Mais une chose qui est un peu inquiétante, c'est comment l'État d'Israël noue des liens avec des régimes autoritaires d'Europe de l'Est, Orban et autres, dont certains, disons, ont une certaine attrait, voire même composante antisémite. Donc, comment ça se répercute dans le pays, comment c'est vécu et vu. Et lié à ça, maintenant on est un peu en France avec le moment Zemmour, bon, un truc un peu particulier. Gérard Noiriel a fait un lien que je trouve intéressant entre Édouard Drummond, qui était un antisémite de premier plan à la fin du 19e siècle, et Zemmour. On peut discuter de l'analogie, mais qui est assez intéressante. Et là aussi pour lier avec le bouquin de Sipel, parce que toute une partie de son livre qui est assez intéressante, c'est de parler de l'évolution, pour le coup, comme aux États-Unis, parmi les Juifs des États-Unis, qui est en tout cas pour une partie importante, il ne faut pas exagérer ce phénomène, mais qui va plutôt vers la gauche. Qui est aussi j'en parlerai, ouais. Et il en est quoi aujourd'hui en France, je ne sais pas, par rapport aussi à ce moment Zemmour. Donc, est-ce que parmi... ça change un peu la donne, et puis, je ne sais pas si en Israël, tu sais comment c'est vu ça, c'est un enthousiasme complet ou c'est contraire. Bon, les autres choses, on verra. Non, mais vraiment, tu me fais un mail, c'est pas une blague aussi. Non, plaisir. Dernière question. Oui, j'avais une question qui s'adresse plutôt qui s'adresse à l'historien, de fait, sur un peu un télescopage des temps entre la période 67, vous avez parlé, et finalement une année plus tard, ce qu'on pourrait appeler la période 68. Comment s'articulent finalement ces deux périodes? Très bien. Ouais, merci beaucoup pour la question. Qu'en est-il? Voilà. Merci, ça me permet de parler de trucs intéressants aussi. Pour essayer d'être le plus rassembleur dans toutes ces questions qui nous sont posées, pour le point des Juifs orientaux, vous comprenez bien que mon propos n'est pas de faire une analyse précise de chaque population, c'est de donner un peu des grandes tendances. Évidemment qu'au niveau de l'Irak, par exemple, même en Syrie en partie, il y avait les Juifs de ces pays-là étaient engagés auprès des mouvements de gauche. Le problème étant que ces mouvements-là ont toujours été minoritaires dans leur propre population. Il faut bien l'entendre aussi. C'est-à-dire que les Juifs irakiens n'étaient pas majoritaires au Parti communiste irakien. Sinon, ça se serait su. C'était un groupe qui estimait au contraire que c'était le mouvement communiste qui devait être à l'avant-garde de la lutte pour les droits des populations juives.
Et pour ces populations-là, l'idée même d'immigrer en Israël n'avait absolument aucun sens, puisqu'Israël était vu, et pour eux aussi, comme l'avant-garde de l'impérialisme dans la région, etc., par rapport même au discours soviétique de l'époque. Donc il n'y a pas forcément cette idée-là. Ce que je peux en tout cas vous donner comme parallèle, et là, ça recoupe un peu ce que j'expliquais avant. Aujourd'hui, si je vous dis aujourd'hui par exemple qu'en 48, vous avez des juifs, vous avez des communistes libanais et syriens, en 48, qui viennent en Israël, quand il y a la trêve de juin 48, pour rencontrer le parti communiste israélien ou palestinien qui est à l'époque en formation, parce qu'ils veulent savoir si le pays qui va être créé suite à la guerre, en tout cas parce qu'ils pensent qu'il y a un pays en formation et une tentative par les pays arabes à côté de l'empêcher, est-ce que ce pays-là peut être vraiment vecteur de révolution dans la région? Tellement à l'époque, on n'est pas sûr de ce à quoi on a affaire. On sait que le mouvement sioniste profondément est un mouvement colonial, certes, mais est-ce que ces gens qui ont colonisé cette terre de Palestine, s'ils sont vraiment mus par les kibboutz et l'idée de gauche, est-ce qu'ils pourront après soutenir, nous, mouvement de gauche dans la région? Parce qu'en 48, n'oubliez pas quand même que ces communistes libanais ou syriens ou même irakiens, ils sont profondément persécutés par les pays arabes en présence. C'est plus tard qu'il y aura des révolutions. Bon. Évidemment, ça va tourner court, puisqu'ils se rendent bien compte qu'en fait, non, c'est impossible d'aller au bout de ce mouvement-là. Ce que je veux ensuite vous faire avoir en tête, c'est que les juifs orientaux... Isaiah, qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas d'accord avec toi. Il n'est pas d'accord avec moi, il veut me faire comprendre. Ouais. J'arrive. On a bientôt fini. Il fait un livre de réponse, c'est ça, plus tard. Les juifs orientaux, en fait, quand ils vont arriver en Israël, j'en parle dans le livre sur quasiment un chapitre, et là, j'ai malheureusement pas eu le temps. Leur première révolte, c'est une révolte de gauche, c'est pas une révolte de droite. Les juifs orientaux, la première révolte importante, c'est celle des Panthères Noires d'Israël. Les Panthères Noires d'Israël, c'était un mouvement lié notamment de juifs marocains, qui étaient dans un quartier au nord-ouest de Jérusalem, et qui, en fait, eux, au lendemain de 67, donc 68-69 notamment, eux, en fait, ont en tête que mais Israël, ce pays, a essayé de nous faire croire qu'on n'était pas arabe. Sauf que moi, je suis traité comme un arabe dans ce pays. Et donc moi, en fait, j'ai pas envie de passer pour un religieux. Je suis un arabe. Et donc, en fait, ils vont lier leur destin au destin de l'OLP qui, à l'époque, pour ceux qui ont un peu eu une temporalité du mouvement national palestinien, 67-68, c'est le moment où Arafat, notamment, prend les commandes en grande partie de l'OLP, en bootant un peu, enfin, 69 notamment, mais il boot, en gros, dehors ceux qui étaient à la tête du mouvement OLP. Et en gros, il y a cette idée, pour eux, juifs orientaux, de dire, on va créer un mouvement, donc ils sont appelés les Panthères Noires parce qu'ils voulaient ressembler aux Black Panthers américains. Ce mouvement-là, Panthères Noires d'Israël, va être complètement démantelé par la gauche sioniste au pouvoir, par plusieurs moyens, d'accord, mais c'est un mouvement qui aura une vraie ampleur au sein de la jeunesse juive orientale. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si la révolte de gauche a échoué, juste derrière, il y a vraiment cette idée dans cette population de dire, ben, dans ce cas-là, ok, vous voulez en gros, vous, gauche sioniste au pouvoir, dire que être juif, c'est pas être arabe, on va vous montrer c'est quoi être juif, nous. Être juif, c'est d'abord être religieux. Et en fait, il y a vraiment des dynamiques où on a même des gens qui ont participé au Panthères Noires d'Israël, qui peuvent se retrouver plus tard, soit dans les mouvements anarchistes, soit même parfois carrément dans des mouvements pas forcément religieux, mais en tout cas avec une religiosité assez forte. En gros, en disant un petit peu ça à la gauche sioniste au pouvoir, eh bien, regardez c'est quoi être juif, avec une judéité beaucoup plus excentrique, beaucoup plus montrée, où en gros, il y a des normes à suivre, etc., avec des lois religieuses, etc., que vous ne suivez même pas. Donc ça, c'est un point important. Il y a une étude qui est parue donc cette année, je reprends, chaque année, vous avez des instituts israéliens très sérieux, indépendants, voilà, qui essaient en fait de prendre la température de l'identité du pays. Donc c'est des points d'accroche intéressants à avoir en tête. Celui qui est sorti en 2020, sur comment se définit chaque segment de la société israélienne. Et c'était intéressant de voir que plus de 50% des juifs ashkénazes, donc ceux qui ont des parents originaires d'Europe, qui ont moins de 30 ans, je m'excuse, les jeunes qui ont estimé qui ont moins de 30 ans et qui leurs parents sont originaires d'Europe, plus de 50% d'entre eux se définissent d'abord comme israéliens et après comme juifs. Donc en gros, ça veut dire que pour eux, ce qui compte avant tout, c'est d'être israélien. Donc là, il y a une potentialité de réfléchir avec des droits égaux. Les jeunes dont les deux parents viennent de pays arabes, c'est entre 50 et 60%, c'était un chiffre énorme, excusez-moi, j'ai plus tout en tête, mais en tout cas, c'est entre 50 et 60%, c'est certain, mettaient d'abord la question juive en premier. Ils ne se définissent pas comme israéliens. Ce qui les définit eux d'abord, c'est le fait qu'ils sont juifs. Israéliens, ça arrive en deuxième, peut-être parfois en troisième même, parce que même parfois avant, le fait d'être juif oriental en plus.
Donc là, on a forcément une dynamique politique qui joue en fait. C'est que les partis qui, eux, parlent d'abord aux Israéliens, ça compte pas pour eux. Et donc notamment des partis plutôt à gauche. La question des Palestiniens Israël qui s'engagent, c'est pas forcément lié au fait qu'ils veulent là récemment réfléchir à ça. C'est en fait lié aussi à un processus où cette population, pendant les premières décennies d'Israël, elle est citoyenne d'un pays sans le vouloir. Elle habite là, le pays a été créé. Donc ils boycottent complètement le pays. Vraiment, il y a un sentiment profond de le boycotter. On ne participe pas aux élections. Je parle des Palestiniens d'Israël. On ne participe pas aux élections, on ne s'engage pas. Il y a des mouvements qui vont se créer, mais des mouvements vraiment de révolte, pour un petit peu essayer de dire à Israël, ben regardez, vous prétendez être une démocratie, nous, on n'a pas les mêmes droits que les Juifs, donc ce n'est pas une démocratie, votre pays. Progressivement, il y a une génération qui arrive, notamment années 60-70, surtout 70. Cette génération, c'est celle qui est née en Israël, qui n'a donc jamais connu ce qu'il y a eu avant, qui a fait des études, qui a pu profiter un peu du système scolaire israélien, ou en tout cas des universités israéliennes, qui arrive un petit peu à atteindre des postes à responsabilité, avocats, médecins pour certains, et qui commence à se dire, eh bien maintenant, si ce pays se prétend être une démocratie, je vais jouer le jeu à plein. Je vais prendre ma carte de vote et je vais créer des partis. Ok, je vais accepter de jouer le jeu électoral. Et vont se mettre en place, années 70 puis 80, les premiers grands partis palestiniens d'Israël, qui vont un petit peu essayer de contester un petit peu politiquement le schéma politique. Bon, ça ne va pas non plus avoir une grande victoire. Je voyais ce que vous faisiez, ça m'inquiétait aussi. Donc, à années 80-90, on a donc ce processus-là de gens qui vont commencer à s'engager. Et aujourd'hui, en fait, on est un petit peu arrivé au summum où vous avez dans cette population palestinienne d'Israël une vraie classe moyenne qui est constituée, qui a eu accès vraiment à des études, qui est vraiment importante. Et c'est au sein de cette population-là que vous pourrez retrouver, et notamment, cette idée que évidemment qu'Israël n'est pas le pays dont on rêve, mais c'est quand même notre pays. Et donc on va défendre nos droits dans ce pays-là. D'ailleurs, souvent la droite israélienne, ce qu'elle dit, c'est oui, les Palestiniens d'Israël, ils critiquent notre pays, mais demandez-leur d'aller vivre en Cisjordanie, ils diront non. C'est tellement hypocrite de dire ça, mais en tout cas, c'est leur argument. Les Palestiniens d'Israël, eux, aujourd'hui, ont vraiment cette idée de s'engager dans le pays pour le contester, pour essayer d'avoir un autre futur. Parce que ceux qui habitent à Nazareth, à Haïfa, etc., ils ne comptent pas quitter le pays. C'est le pays de leurs ancêtres, ils sont dans ce pays-là, donc quoi qu'il arrive, ils vont rester là. Et donc, leur seul objectif, en tout cas leur seule imagination qu'ils ont pour changer ça, c'est évidemment de s'engager en politique. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais en tout cas, c'est un peu leur dynamique actuelle. Il y a eu plusieurs processus, mais aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment de s'engager, au point même que certains sont qualifiés dans un processus qu'on peut appeler d'israélisation. C'est-à-dire que pour certains, il faut bien avoir en tête, je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu polémique en Israël de parler de ça, mais c'est une réalité. Certains ne veulent plus se faire appeler palestiniens. Parce que pour eux, ils sont arabes israéliens. Ils estiment que l'OLP Arafat n'a jamais rien fait pour eux, ce qui n'est pas faux non plus du tout d'ailleurs. Mais eux, ils pensent qu'au contraire, ils ont plus à gagner en essayant de jouer le jeu de citoyens arabes israéliens. Ok, je serai peut-être pas égaux avec les autres, mais au moins j'aurai plus de droits. Et c'est comme ça que vous avez en Israël, je sais pas, moi, vous pouvez avoir... il y a eu des cas de Miss qui étaient arabes, il y a des joueurs de foot dans les grands clubs israéliens qui sont des arabes, etc. Vous avez des grands cadres d'entreprises, etc. parfois aussi qui sont là. Et même dans l'armée israélienne, hein, vous avez des arabes qui acceptent de faire service militaire en remplissant les conditions requises. Les Druzes, mais pas que les Druzes, hein. Il y a aussi parfois les Bédouins du sud d'Israël qui participent à l'État parce qu'eux, en fait, estiment qu'ils ont plus à gagner en acceptant l'État d'Israël tel qu'il est parce qu'ils ne pourront pas changer la donne pour avoir une vie à peu près normale et espérer d'avoir plus de droits, plutôt que de batailler l'État en lui-même et le pouvoir en lui-même, où là, on va aller vers un processus de marginalisation. La question des Palestiniens qui sont pas en Israël, alors évidemment que dans le livre, j'en parle, surtout de la gauche palestinienne, j'en parle beaucoup, mais naturellement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au sein du mouvement national palestinien, il y a l'idée de lancer une campagne internationale contre la question d'apartheid? Au-delà de l'idée de dire qu'Israël est un état d'apartheid, qui peut être discuté, débattu, j'ai pas de problème sur ça, c'est en fait l'idée de montrer que l'une des caractéristiques premières de l'apartheid en droit international, c'est le fait de segmenter et fragmenter une population. Et là, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'il y a des réfugiés qui ne peuvent pas revenir chez eux? C'est qu'Israël les empêche. Qu'est-ce qui fait qu'il y a les gens de Cisjordanie ne peuvent pas aller voir leur famille à Gaza? Il y a un blocus et il y a un mur, etc., etc. Et la fragmentation, évidemment que c'est au cœur actuellement de la stratégie israélienne, et même surtout, au-delà de la fragmentation, c'est la volonté d'essayer de séparer les causes. Il faut entendre qu'aujourd'hui, il est de plus en plus demandé aux gens de Cisjordanie, par exemple, de faire des choix politiques qui ne concerneraient pas les gens de Gaza.
D'où l'importance du mouvement qu'on a eu cette année en 2021, où on a eu un mouvement quasiment dans tous les territoires, ensemble, enfin un petit peu moins en Cisjordanie, mais quand même un mouvement assez important, pour montrer que la fragmentation n'annihile pas complètement le sentiment national. Enfin, pour finir, donc quelqu'un m'a parlé m'a parlé je crois que c'est toi, hein, du mouvement binational. Ouais. Il faut pas du tout imaginer que ce mouvement-là, c'est un mouvement qui était d'intellectuels uniquement. Le mouvement binational, c'est-à-dire ceux qui, parmi la population juive, avant la création d'Israël, ne veulent pas un État pour les Juifs, mais veulent un État pour les Juifs et les Arabes, un État en commun, rassemble plus de 40% des voix lors des élections de 1944 au sein de l'agence juive. Ce qui va complètement effondrer ça, c'est évidemment l'annonce au lendemain de la Seconde Guerre mondiale de ce qui s'est passé pour la population juive. Où en fait, on va avoir à ce moment-là l'idée que, et c'est ce que Ben Gurion va formuler en premier, qui peut nous garantir que ce qui nous arrive en Europe ne nous arrivera plus jamais? Personne, donc il nous faut un État que pour nous. Et cet État que pour nous, il le fait bien comprendre à la population juive, il ne peut être viable que si on a le minimum de population non juive dans le pays. La population qui vit dans ce mouvement sioniste à l'époque en 1944, elle comprend bien que c'est impossible à faire sans une guerre, puisque démographiquement, ils sont minoritaires. Rappelez-vous, en 1946, on a 1 300 000 Arabes en Palestine, on a 600 000 Juifs. Donc ils comprennent bien que démographiquement, ça ne tient pas la route. Ceux qui, en revanche, eux, vont avoir en tête l'idée que maintenant, tu dois te battre pour un État, c'est notamment ceux qui vont arriver d'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par milliers, parce que eux, ils ont en tête un traumatisme qu'ils ont vécu en Europe, et quand eux, on arrive et qu'on leur donne des armes, parce que c'est comme ça que ça se passe, on leur donne des armes, on leur dit maintenant, bats-toi si tu veux être libre, etc. Eux, dans leur tête, c'est très simple. Les Arabes qui vont les attaquer, pour eux, ils voient ce qui s'est passé en Europe. C'est le prolongement. Et c'est comme ça que ça se met en place. Et surtout, pour finir, enfin, ce qui va annihiler aussi beaucoup le mouvement binational, c'est que les communistes, notamment, qui défendaient cette idée binationale, et toute cette gauche sioniste, va complètement se ranger en 46-47 aux côtés de l'URSS, qui s'est rangé entre-temps pour la solution à 2 États. On oublie trop souvent que c'est l'URSS, et pas les États-Unis, qui financent et qui arment Israël en 48, lors de la première guerre israélo-arabe. Pourquoi? Parce que l'URSS, dans une stratégie un petit peu du moins pire, estimait que soutenir les pays arabes de la région, qui étaient tous des pays qui venaient d'être créés par la décolonisation européenne et qui étaient des monarchies, etc., étaient des réactionnaires. Israël peut être en tout cas non pas un pays de gauche, mais un pays qui aurait peut-être un équilibre. C'est ce que l'URSS espérait. Staline n'a jamais cru qu'Israël serait un pays de gauche, mais il pensait que ça pourrait être un pays qui serait dans un espèce d'équilibre d'entre-deux, etc. Bon, il s'est un petit peu plus que ça loupé, mais voilà. Il s'est loupé, enfin oui, parce qu'Israël d'emblée a choisi le camp occidental et non pas son camp à lui. Enfin, j'avoue que j'aimerais juste botter en touche sur la question des Juifs en France, parce que je pense que c'est pas non plus le sujet que je maîtrise le mieux. Évidemment que ça n'a rien à voir avec les Juifs américains, où en France on a un processus qui est autre, qui est qu'il n'y a quasiment pas de débat, en fait, concrètement. Enfin, quand je dis pas de débat, aux États-Unis, vous avez dans certaines synagogues des questions sur des débats sur la Nakba et la question palestinienne, hein, il faut l'entendre. En France, je pense que c'est juste impensable. Les statistiques montrent quand même qu'on a une population juive qui, depuis les années 2000, s'est grandement droitisée en France au niveau du vote électoral. La question d'Éric Zemmour qui a été posée, elle rebat un peu ses cartes, c'est vrai, parce qu'on a eu la prise de parole du grand rabbin français A.M. Corsa, qui a quand même dit que Zemmour était antisémite. Donc ça a quand même posé une limite claire. Et avant-hier, Tribune Juive, qui est un site pro-sioniste comme jamais, mais vraiment au sens littéral du terme, a fait lui un truc pour dire que non, Zemmour n'était pas antisémite. Donc ça Ah oui, Tribune Juive, oui. Ah si. Oui, allez-y. Avec toutes les nuances possibles, évidemment, mais en disant qu'en gros, c'était caricatural de statuer qu'il était antisémite. Voilà, après, pour finir, pour les Juifs américains, évidemment, oui, donc Sipel, que je vous invite si vous pouvez un jour inviter, parce que c'est son domaine, hein, Juif français, Juif américain, c'est le sien. Mais lui, ce qu'il montre quand même, c'est que, par exemple, aux États-Unis, les Juifs ont massivement voté Biden, clairement. En Israël, la population juive israélienne était à plus de 70% pour Trump. Non pas parce qu'ils pensaient que Biden était meilleur ou quoi, Trump était meilleur, mais parce qu'ils voyaient Trump comme le vrai allié d'Israël. Et Biden comme celui qui pouvait encore revenir avec l'accord iranien, avec la question des négociations, etc. Et ça, ils n'en veulent pas.
Et là, ça pose la question du coup, pour finir enfin, des pays antisémites qui sont alliés d'Israël. Je peux vous donner une anecdote sur ça qui pourra vous faire entendre. Je me retrouvais en 2017 à Clermont-Ferrand pour le plus grand des hasards, donc au milieu de la France pour un colloque. Et la veille, il y avait une conférence d'un grand historien français que je respecte énormément, qui a passé sa vie à chasser les nazis. Je pense que certains savent de qui je parle du coup. Un couple français, voilà, je ne dirai pas le nom, ça m'évitera des problèmes juridiques si certains enregistrent dans la salle. Mais en tout cas, c'était ce qui s'est passé. Il était en conférence sur le retour de l'antisémitisme aujourd'hui. Je crois que c'était ça la conférence. Et quelqu'un pose la question de comment vous voyez le retour des pays néofascistes en Europe de l'Est aujourd'hui, ou des pays libéraux. Il fait une réponse un peu, il se mélange un peu, et il termine en disant « Pour moi, ces pays ne sont pas des menaces parce qu'ils sont alliés d'Israël. » Et en fait, ça veut dire que lui, il estime qu'aujourd'hui, ce qui compte le premier, c'est que ces pays soient alliés d'Israël parce que du coup, ils ne sont pas antisémites, donc ils ne peuvent pas être vraiment fascistes. Parce que le fascisme, c'est forcément lié à l'antisémitisme. Sauf qu'en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte là, c'est que ce qui fait le point commun entre Netanyahou, Israël même et ces pays-là, c'est pas l'antisémitisme, c'est leur problème avec les musulmans et les arabes, clairement. C'est que l'islamophobie, posons le mot tel qu'il est aujourd'hui, est devenue la variable principale d'ajustement du fascisme au niveau international, en tout cas au niveau européen. C'est un petit peu ce que j'estime moi. Voilà. Vous m'excuserez, j'allais m'arrêter là. Allez, je continue 2 secondes du coup. Non, mais vraiment, le monsieur a posé une question pour dire, du coup, 67, guerre des 6 jours, 68, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé à un moment donné dans la conférence de tout ce mouvement antisioniste qui, dès l'an 67, se met en branle contre l'occupation. En fait, là où ils vont avoir une vraie aura, notamment, Warshawski l'explique très bien quand il fait ses conférences et quand il explique ça, je reprends d'ailleurs ces termes dans le livre, hein, je me suis permis. Là où ils vont avoir des vraies emprises, c'est au niveau des milieux travailleurs, donc notamment des dockers, où ils auront des retours, et au niveau des lycéens. Et il dit, on s'y attendait pas, mais il y a plein de lycéens qui vont être réprimés, où par exemple, alors il y a un texte qui est assez drôle, où il y a une interdiction pour les lycéens d'avoir les cheveux longs. Alors ils disent que c'est par rapport à la conscription, mais en fait parce qu'ils estiment que cheveux longs égale soutien au mouvement 68 art et donc à tous ces mouvements antisionistes. C'est un truc tout complètement fou. Où en fait, si tu es un soutien à l'armée, à 17 ans, t'es déjà prêt pour l'armée, donc t'as pas des cheveux longs qui pendent, etc. Un peu genre hippie, si tu veux. Et t'as tout ce mouvement qui se met en branle, mais qui est surtout lié à ces trucs antisionistes-là. Où tu vas avoir également, années 70, les premiers gros mouvements de refus d'aller à l'armée. Mais, comment dire, ça va pas prendre une ampleur telle qu'on a à la fin des années 70, où tu auras des listes de 100 à 200 lycéens qui vont dire on va pas à l'armée, mais c'est un mouvement qui commence. Où tu vas avoir des initiatives un peu de toutes sortes. Des étudiants qui vont créer un parti qui va s'appeler le parti vraiment de gauche. Pour critiquer la gauche sioniste. Pour dire en gros, nous on est vraiment de gauche et on va montrer ce qu'est être vraiment de gauche. Bon, en fait, ça va devenir un truc rapidement plus alternatif qu'autre chose, mais il y a eu tout ça évidemment. Mais ce qui se passe surtout, c'est qu'en 67, faut pas oublier que 4 ans après, tu as la guerre du Kippour qui arrive en 73 et qui va complètement mettre un terme à tout ça. Y compris les pensionnats d'Israël. Dont je parlais tout à l'heure, eux ça s'arrête en 73 notamment avec l'attaque du Kippour. Voilà. Merci. On est d'accord, on termine.